Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où tu as fait une nouvelle découverte? Non, je t'arrive encore de faire des découvertes? Oui, tous les jours. Est-ce que tu as redémarré ton livre, Jean-Paul? Comme je tu t'avais nous avais promis. Hein? Oui, comme je t'avais dit, j'ai un peu le fil directeur des livres. En fait. J'ai le fil directeur. Maintenant, j'avais quelques petits problèmes en termes de logistique, mais ça a déjà été résolu. Maintenant, il faut juste que je m'accorde du temps pour véritablement écrire ça. Si je peux me mettre environ une demi-heure par jour, pour moi, ce serait déjà énorme. Donc, non. Le livre, comme je l'ai dit, il est en cours. C'est pas le plus difficile. En général, dans une œuvre littéraire, le plus dur, de mon point de vue, hein, c'est surtout d'abord chercher des financements pour la publication, essayer de se battre pour que le livre soit en librairie, parce que vraiment, cette première expérience-là a montré que le livre au Gabon, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a tellement d'obstacles et je pense que si on veut réformer l'école, si on veut avoir un bon niveau scolaire, si on veut avoir des apprenants qui soient de qualité, il faut déjà qu'ils aient accès à la connaissance. Et pour accéder à la connaissance, il faut accéder au livre. Or, le livre, il y a un problème, c'est que nous ne produisons pas de papier. Le papier que nous utilisons est importé. Et donc, de ce point de vue-là, ça s'aggrave énormément le prix du livre. Et puis, le livre est considéré parfois comme étant un produit de luxe. Parce que quand vous le faites faire à l'extérieur, quand vous regardez les taxes que vous devez payer dessus, notamment des taxes douanières, c'est à se demander si on ne marche pas parfois sur la tête. Parce que le livre doit être protégé normalement par la loi. Il faut que le gouvernement prenne des mesures qui visent à protéger le livre et donc et ainsi à favoriser son accès au plus grand nombre, notamment à ceux dont à ceux dont le panier de la ménagère est très faible. Et ce sont surtout ceux-là pour lesquels on doit privilégier. En France, par exemple, le livre a un statut particulier, hein, que ce soit fiscal, que ce soit économique. Et donc, c'est ce qui fait que l'industrie du livre prospère. Or, si on veut faire la même chose chez nous, même si la taille du marché n'est pas la même, mais on peut essayer d'organiser les choses de telle sorte que le livre puisse marcher au Gabon en tenant compte de la réalité, de l'environnement et de la taille du marché local. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va revenir sur les propos du pape, le pape François, qui samedi dernier, au cours d'une interview qu'il avait donnée à la télévision suisse romande qui s'appelle RTS, il avait, au cours des questions que lui posaient les journalistes, il y avait justement, ils ont abordé la question de l'Ukraine. Et au cours de cette interview, le pape François avait appelé les autorités ukrainiennes à avoir le courage de hisser, je cite, à avoir le courage de hisser un drapeau blanc et de négocier, afin de mettre un terme au conflit avant que les choses ne s'aggravent. Et pour lui, il continue en ajoutant que négocier est un mot courageux. Quand vous voyez que vous êtes vaincu, que les choses ne marchent pas, ayez le courage de négocier. Et c'est justement cet appel à la négociation qui a par la suite suscité un certain nombre de réactions de la part de l'Ukraine, réactions de la part des soutiens de l'Ukraine, réactions de la part de la Russie. Il faut savoir que le samedi dernier, pendant que le pape François donnait cette interview à la télévision suisse, Volodymyr Zelensky, lui, il était en visite officielle en Turquie. Il faut savoir que la Turquie joue un rôle important dans le conflit russo-ukrainien, puisque c'est d'abord en Turquie qu'avaient eu lieu les premières négociations dès le lendemain du déclenchement de l'intervention russe en Ukraine le 24 février 2022. Malheureusement, ces négociations-là, qui avaient abouti à un premier accord, avaient été rejetées par les Ukrainiens par la suite. On le sait, on sait qui était l'instigateur de ce rejet-là, c'était Boris Johnson. C'est Boris Johnson qui avait dit à Volodymyr Zelensky. Boris Johnson, c'est l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre britannique qui avait dit à Volodymyr Zelensky, cet accord-là, tu t'assois dessus, tu ne l'appliques pas. Nous, on va te donner les armes et tu vas repousser les Russes, tu vas chasser les Russes de ton territoire. Donc, c'est là où les choses avaient capoté. Puis, on sait que la Russie aussi a joué un rôle pendant près de 2 ans sur l'accord céréalier de la mer Noire qui permettait justement
aux bateaux ukrainiens de pouvoir acheminer leur aide céréalière, enfin de faire sortir les céréales des ports ukrainiens, notamment du port d'Odessa, vers la Méditerranée. Et donc, même si on le sait aujourd'hui, l'accord n'a pas été renouvelé pour l'année 2024, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine dispose, grâce à son soutien, notamment des Britanniques, de drones sous-marins. Ce sont ces drones sous-marins-là qui essayent de maintenir un espèce de petit couloir sur la mer Noire que les Ukrainiens empruntent. On l'a vu aussi que dans le même temps, notamment au niveau du port de Sébastopol, un navire russe avait été coulé grâce à l'attaque d'un de ces drones ukrainiens-là. Alors, donc, officiellement, l'Ukraine n'a pas de marine, certes, mais l'Ukraine dispose de drones et donc elle parvient plus ou moins à maintenir un certain niveau de sécurité aux navires qui viennent acheter du blé ukrainien par le biais de la voie maritime. Et donc, les Ukrainiens, par la suite, donc, les Turcs ont regretté que cet accord céréalier-là n'ait pas pu être prolongé, mais il reste toujours aux avant-postes parce qu'on sait que il reste la courroie entre l'Ukraine et la Russie. Il faut savoir que, bien que faisant partie de l'OTAN, la Turquie n'a jamais appliqué les sanctions contre la Russie. Et donc, de ce point de vue, elle a même renforcé ses relations économiques avec la Russie, notamment sur le plan du pétrole. Et puis, les villes touristiques russes sont devenues un peu les nouveaux lieux de villégiature des riches russes, parce que évidemment les Russes ont vu un certain nombre de restrictions par rapport au visa, par rapport et ils considèrent que, si tu veux, en Europe, ils ne se sentent plus en sécurité dans les pays de l'Union européenne, et donc par conséquent, ils ont décidé de se détourner de l'Europe et de l'Ukraine aussi. Ils allaient énormément passer les vacances en Ukraine. C'est maintenant en Russie et en Chine où principalement les Russes se déplacent, avec bien entendu Dubaï aussi qui a énormément pris de la place en termes de destination touristique des Russes. Et donc la Turquie joue ce rôle important. Et donc, pour revenir au pape François, le pape François donc avait appelé donc les Ukrainiens, parce qu'il considère que l'issue de la guerre est connue d'avance. De son point de vue, l'Ukraine ne peut pas remporter cette guerre-là, et que plutôt de sombrer dans un espèce de statu quo qui figerait ainsi le conflit sur la durée, il pense qu'il serait véritablement opportun, notamment pour les Ukrainiens, d'essayer de trouver une autre stratégie pour mettre un terme à ce conflit, en passant notamment par la voie de la négociation, donc par la voie diplomatique. Et aussi, l'arrêt des hostilités est un peu conforme aux principes religieux du pape François, qui est quand même le chef de l'Église catholique. Et donc, en tant que chrétien, il privilégie toutes les alternatives qui permettraient de résoudre de manière pacifique ce conflit-là qui est déjà à sa 3e année. Alors, très rapidement, il y a eu des réactions. D'abord, les réactions de la part de l'Ukraine. L'Ukraine a fait savoir qu'elle ne capitulerait jamais devant la Russie. Elle estime que capituler devant la Russie, c'est capituler devant Vladimir Poutine. Et c'est donc donner caution si tu veux, au risque de voir la Russie mettre en place cette espèce d'idée comment dirais-je, d'extension de son influence, d'extension de la conquête d'autres territoires et d'autres pays. Et donc, l'Ukraine estime qu'elle se considère comme une espèce de rempart face à la Russie de Vladimir Poutine. Et donc, de ce point de vue-là, elle entend ne pas capituler et elle entend continuer à se battre jusqu'au bout. Alors, du côté des soutiens de l'Ukraine, c'est exactement le même discours. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a fait savoir que l'Ukraine n'a pas besoin de paix. Pour l'instant, elle a plutôt besoin d'armes pour continuer son combat, même si on le voit que les résultats militaires ne sont pas au rendez-vous. La contre-offensive de l'été dernier, du mois de juin, a échoué, et maintenant c'est l'Ukraine qui se trouve en position défensive, puisque c'est la Russie qui a repris l'avantage de l'offensive maintenant sur le terrain. Et donc, c'est un peu dans ce climat-là que l'on se trouve. Et donc, les Jens Stoltenberg estiment que, étant donné que le soutien de l'OTAN reste de mise, même si
il est clairement menacé par deux facteurs. Le premier facteur, c'est que la Chambre des représentants bloque les 60 milliards de dollars que Joe Biden et son administration voudraient donner justement à l'Ukraine pour pouvoir continuer à mener cette guerre. Et puis le deuxième facteur, c'est le risque d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et ce dernier a déjà fait savoir que une fois il revient à la Maison-Blanche, il met un terme immédiatement à toute aide militaire à l'Ukraine. Et donc, pour lui, la guerre devrait s'arrêter en 24 heures. Et donc, ce sont ces deux menaces-là qui pèsent sur l'Ukraine. Mais pour les autres pays, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays, sur les 27 pays de l'Union européenne, il y en a 25 qui ont signé ce qu'ils ont appelé des accords de sécurité bilatéraux. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent pas agir dans le sein de l'OTAN, parce que l'OTAN reste une organisation défensive, mais sous couverture américaine. Et donc, tant que les États-Unis sont bloqués ou tant que la classe politique américaine n'est pas unanime sur une position adoptée par rapport à ce conflit-là ou par rapport à comment est-ce que cette organisation-là devrait continuer à mener ses actions sur le terrain, notamment le terrain ukrainien, elle reste bloquée. Donc, les pays, pour contourner cette difficulté d'une absence d'interventionnisme américain, ces pays ont donc décidé de signer des accords bilatéraux avec l'Ukraine, dont la France, qui l'a fait la semaine dernière. Et donc, ces accords bilatéraux, notamment pour le cas de la France, il y a toujours un soutien militaire, donc l'envoi d'armes et un soutien financier. Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée, c'était lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris pour signer cet accord bilatéral de sécurité. Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe budgétaire de 3 milliards d'euros qui va être accordée à l'Ukraine. Et donc, pour le pape François, pour les soutiens de l'Ukraine, l'issue, la position est claire. Il faut que l'Ukraine continue à se battre, même si elle rencontre des difficultés sur le terrain, même si on a des difficultés du côté des États-Unis à pouvoir continuer à approvisionner l'Ukraine en armes et en soutien financier. Mais si les États-Unis ne sont pas là, les Européens, eux, estiment qu'ils doivent être en capacité de pouvoir supplier cette absence américaine. Et même si maintenant la question est de savoir, c'est bien beau de le dire maintenant, parce que les États-Unis sont toujours là, même si les 60 milliards sont bloqués, mais Joe Biden a la capacité de débloquer une enveloppe de 200 millions de dollars et il l'a fait. Et donc, il y a toujours une présence américaine, il y a toujours un soutien américain sur le terrain. Les Russes l'ont dit, il y a par exemple une douzaine de bases de la CIA en Ukraine actuellement. Bref, il y a donc cette forte présence des soutiens ukrainiens. Et donc, pour ces derniers, l'Ukraine et ses soutiens ont le même discours, à savoir qu'il ne faut absolument pas capituler, il faut absolument continuer le conflit. Et donc, il faut continuer le conflit jusqu'à ce qu'il soit dans une position de domination, qu'ils soient en position de force pour obliger la Russie à venir négocier. Donc, ils considèrent que de leur point de vue, si c'était à eux de faire le premier pas, c'était une forme de capitulation. Et donc, pour eux, il est hors de question de capituler. Il faut donc continuer le combat. Alors, du côté de la Russie a salué par le biais du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Alors, ce dernier a salué justement la position du pape, qu'il estime être une position de bon sens, parce qu'évidemment, il est clair que ce conflit, tel qu'il évolue sur le terrain, il est peu probable que les Ukrainiens puissent l'emporter, qu'il est peu probable que les Ukrainiens puissent reconquérir tous les territoires qui sont déjà passés sous l'escarcelle de la Russie, parce qu'il ne faut pas oublier que lors d'une première tentative de négociation en septembre dernier, lors du sommet du G20 en Inde, Volodymyr Zelensky était arrivé avec un plan de paix de 10 points, et donc dans ce plan de paix, il était inacceptable pour la Russie, puisqu'il demandait le retrait de l'ensemble des troupes russes, le retour de l'ensemble des territoires conquis par la Russie, y compris la Crimée. Donc on repart avant la période de 2014. Et donc tout ça, on le savait, c'était totalement inacceptable. C'était pas possible. On savait que les Russes n'allaient pas l'accepter. Et donc
de ce point de vue-là, les Russes estiment que le pape a fait preuve de bon sens, qu'il a une lecture très juste de la situation et par conséquent aussi il fait preuve d'une grande humanité puisqu'il se préoccupe de la vie des soldats et la vie des civils qui sont les principales victimes de ce conflit-là. Et donc ils ont salué cette approche constructive de la part du pape. Mais ils ont regretté malheureusement le rejet unanime aussi bien de l'Ukraine que de ses alliés de cet appel à la négociation, tout en rappelant que pour le pape François, négocier ce n'est pas capituler, négocier ce n'est pas une honte, il faut plutôt, lorsque l'on voit bien que sur le terrain, il n'y a plus de succès, il n'y a plus d'avancée, eh ben, sur le plan militaire, il faut donc commencer à envisager d'autres alternatives, notamment l'alternative diplomatique. C'est ça la position du Vatican et malheureusement, ni l'Ukraine, ni les Occidentaux, ni ses alliés occidentaux ne semblent pour l'instant en capacité d'accepter une telle situation. Eux, ils estiment qu'il faut des armes, mais encore faut-il être en capacité de fournir les armes. Il faut savoir que l'année dernière, on avait promis 1 million d'obus de 155 mm à l'Ukraine pour permettre son offensive. Ils n'ont même pas été capables de livrer la moitié. Et donc, c'est à peu près de la 30%, donc à peu près 300 000 obus qui ont été livrés sur le million qui avait été promis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant 30 ans, les pays européens, principalement, s'étaient désarmés, sous-traitant en réalité leur sécurité collective par le biais de l'OTAN et donc la sous-traitant aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans une situation où les États-Unis étant dans une position où, pour des raisons de politique interne, eh ben, ils sont moins emprunts à pouvoir agir dans le cadre de la garantie de cette sécurité collective-là. Et donc, ils sont obligés de trouver des solutions palliatives. Certains pays européens ont même estimé qu'il fallait peut-être se tourner vers des pays tiers pour acheter des armes là-bas et les acheminer en Ukraine, puisque eux, ils n'ont pas la capacité de répondre à la forte demande ukrainienne. La Russie le fait. La Russie, par exemple, se fait livrer des obus, on le sait, par la Corée du Nord et des drones par l'Iran. Donc, eux, ils estiment que puisqu'on ne peut pas... même l'industrie militaire américaine est en surchauffe parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir maintenant être présents sur 2 théâtres d'opération, à la fois en Ukraine et à la fois en Israël. Donc, cet appel du pape était, à mon sens, tout à fait sensé. Et le fait, malheureusement, que une partie du conflit, en l'occurrence l'Ukraine et ses alliés occidentaux, ait refusé même d'envisager ou de commencer à envisager la moindre possibilité de négociation, laisse cours au fait que cette année 2024 sera une année encore pleine de conflits. Enfin, le conflit ne va pas s'arrêter, ou du moins avant les élections américaines prochaines. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,